Alors pour cette dernière présentation de la journée, après que beaucoup de choses aient été présentées, on va envisager l'actualité de la pensée de Jean-Pierre Poitou, qui à mon sens a été précurseur dans bien des domaines. Je vais présenter la dernière époque de ses travaux, qui a été consacrée à la gestion des connaissances et à l'anthropologie des connaissances. Donc nous sommes à peu près à la fin des années 80, et puis c'est les années 90. Donc il publie en 1989, je crois, son ouvrage 30 ans de conception assistée par ordinateur en France, qui dresse une fresque industrielle de l'essor du logiciel d'aide à la conception. Et selon moi, en langue française, c'est un des rares ouvrages, peut-être le seul, qui traite de cette question et qui annonce toutes les étapes d'encadrement informatique de ces activités de conception industrielle. Donc à partir du début des années 90, il va produire plusieurs recherches, à la fois conceptuelles et empiriques, à propos de gestion des connaissances, de circulation des savoirs et d'anthropologie des connaissances. Alors, on peut reconnaître ou s'accrocher à 4 points complémentaires. D'une part, une certaine conception de la connaissance, donc une épistémologie particulière, et puis une décomposition des états de la connaissance, des modes d'existence des connaissances, notamment au travers de l'étude des savoir-faire industriels. Puis ensuite un propos sur la technique qui est très explicite et dont il faut savoir tirer toutes les conséquences. Et puis enfin un propos pratique à propos de transmission des connaissances. Alors, ces travaux se situent fin des années 80, début des années 90. C'est l'époque, dans les pays occidentaux, d'un grand récit sur la société de la connaissance. Donc, beaucoup de documents officiels sont produits, beaucoup de textes d'orientation de l'OCDE, de tout un ensemble d'organisations économiques qui suggèrent de prendre au sérieux cette société de la connaissance. Ce sont des sociétés savantes qui se développent et qui proposent également des outils, des méthodes de gestion des connaissances. Et puis ce sont des milliers, voire des millions d'étudiants qui sont formés chaque année sur cette priorité de gestion des connaissances, de diffusion des savoirs, depuis certains établissements, des établissements scientifiques et techniques, vers les entreprises, vers l'économie. Et dans ce récit, certaines choses sont dites. Ici, nous avons un document officiel de l'OCDE qui dit que pour fonctionner et prospérer dans la société du savoir, entreprises privées et organismes publics doivent désormais s'acquitter d'une mission nouvelle et fondamentale, la gestion du savoir. Donc c'est exposé de manière explicite, il faut gérer le savoir, produire davantage, utiliser et partager les connaissances à l'échelle nationale et mondiale, tels sont les impératifs de ces entreprises et organismes. Alors, ça c'est l'OCDE en 2000, donc ça s'inscrit dans une organisation de l'économie qui est particulière, qui est régie par le rapport salarial et qui est régie par une histoire industrielle pour laquelle nous avons eu plusieurs vagues de rationalisation. Une première vague qui a consisté à maîtriser les coûts pour maîtriser les prix, donc qui a été la grande vague du taylorisme. Et puis ensuite est arrivé le marketing qui s'est proposé, tout en maîtrisant les coûts, de proposer de la diversité. Et donc le marketing, la science du marché, s'est développé avec des apports de la psychologie.
expérimentale. Et donc, on s'est proposé, les entreprises ont proposé de mettre en place plusieurs types de produits face à plusieurs capacités d'achat. Donc, maîtrise des coûts, le marketing, gestion de la diversité commerciale. Et puis ensuite est arrivé un autre impératif concurrentiel qui était, ça ne suffit pas de proposer de la diversité, il faut aller vite. Il faut aller vite. Donc c'est l'injonction à la rapidité, d'où un certain mode d'organisation industrielle et commerciale, la gestion par projet. Hein. On gère des projets qui se proposent d'aller de plus en plus vite dans la conception, l'industrialisation, la commercialisation des produits. Et puisqu'on peut aller vite, on s'occupe aussi de l'obsolescence des produits, et donc on encadre tout ça pour organiser ce qu'on appelle une chrono-compétition. Voilà. Donc maîtrise des coûts, maîtrise de la diversité, maîtrise du temps, maîtrise des délais, et puis ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais, on en vient à s'occuper de savoir, de savoir-faire. Alors Taylor s'en était occupé déjà, mais là, on va entrer dans une nouvelle époque qui consiste à gérer les compétences, gérer les savoirs et gérer les connaissances. Voilà. Et donc, l'OCDE intervient à ce moment-là pour dire, voilà, les économies occidentales ont fonctionné d'une certaine manière jusqu'à présent. Il faut désormais s'occuper de ce que savent les gens, de ce qui est contenu dans les métiers, pour le mettre à disposition du plus grand nombre. Et bien entendu, pour soutenir une compétition internationale. Alors, Jean-Pierre Poitou n'a pas attendu les déclarations de l'OCDE pour s'intéresser au savoir industriel, au savoir-faire. Il travaille ces questions depuis très longtemps et il va donner un tour particulier à ses travaux en s'intéressant sérieusement à ce qu'est la connaissance, organisée dans un cadre particulier qui est l'industrie. Alors, pour terminer sur ce grand récit de l'OCDE, mais aussi d'autres organismes, qui est véhiculé par tout un appareil d'enseignement au management, eh bien, ce récit nous raconte que des connaissances sont disponibles. Il s'agit de savoir les repérer, de les identifier et de les mettre à disposition pour permettre à des personnes plus créatives que d'autres de développer de nouveaux projets de création, mais qui sont aussi des projets commerciaux. Et puis, si les choses sont bien organisées, si les projets sont bien conçus, ça va donner lieu à des projets d'innovation, à des expériences d'innovation qui vont déboucher sur de nouveaux objets. Alors, c'est un récit qui dure, donc qui a démarré au milieu des années 90 et qui est toujours présent dans les années 2020. Et ce qu'il faut remarquer durant cette période, c'est que, en tout cas c'est ce que déclarent les professionnels, donc les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, certains employés, c'est que durant toute cette période, le pouvoir des métiers, le pouvoir structurant des métiers, tend à s'affaiblir. Voilà. Ce que racontent par exemple les ingénieurs de conception, c'est que on les consulte beaucoup moins, on les consulte de manière très particulière, parce que tout un ensemble de connaissances sont contenues dans les logiciels et dans les procédures qu'elles suggèrent pour mettre au point de nouvelles réalités industrielles. Voilà. Alors, Jean-Pierre Poitou prend tout cela au sérieux et il conduit l'enquête dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, et puis également dans l'artisanat. Et il adopte une analyse qui se nourrit auprès de Jean-Pierre Vernant, auprès d'Ignace Meyerson, qui consiste à tenir un propos historique. Voilà. C'est un propos historique. Il articule ordre historique et histoire psychologique. Voilà. Donc, quelques citations qui sont présentes dans ces travaux.
celle de Jean-Pierre Vernant, l'histoire psychologique de l'homme ne se déroule pas à côté et comme parallèlement à l'histoire technique, économique, sociale et religieuse, elle s'élabore en elle et par elle. Donc on a une espèce de système de pensée qui est aussi un système de vie, un système de production. Et donc, déjà, une préfiguration de l'anthropologie des connaissances qu'il va nous livrer. Et donc, Jean-Pierre Poitou s'inspire de ces travaux pour dire que l'histoire de la division du travail, depuis le XVe siècle, constitue un axe déterminant pour comprendre les transformations du psychisme jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, il associe de manière à la fois simple, hein, parce que c'est présenté avec des propos assez simples, donc il présente de manière simple, mais aussi très profonde, puisqu'on va voir jusqu'où ça va nous conduire. Il développe un début d'anthropologie qui associe de manière assez rare, finalement, les phénomènes psychologiques et les phénomènes d'ordre historique qui touchent à l'économie et à l'industrie. Et en cela, à mon sens, il pose les bases d'un concept d'individuation, qu'il va partager par la suite avec d'autres auteurs. Certains seront cités, d'autres ne le seront pas, mais il commence à poser les bases d'une approche de l'individuation qui, plus tard, deviendra une approche dialogique, hein, le dialogue, entre des sujets au travail, entre des humains au travail et des appareils techniques, des machines, des procédés et des méthodes. Donc il se situe très loin d'une pensée de la causalité, d'une pensée de la séparation, qui se soucie de certaines variables qui causent des effets sur d'autres variables. Voilà, donc voici résumé de manière très rapide hein, l'épistémologie dans laquelle il s'engage pour traiter de gestion et d'anthropologie des connaissances. Alors, quelle est sa conception de la connaissance? Eh bien, en fait, on peut la résumer en trois points. Tout d'abord, la connaissance procède, hein, donc c'est quelque chose de très dynamique. Et puis, ce procès de la connaissance se déroule au sein de dispositifs, qui sont des dispositifs historiques. Et puis, autre propos assez rare, hein, ces connaissances s'incarnent dans des gestes, hein, et ces connaissances sont vivantes au travers de gestes. Alors tout d'abord, le procès de la connaissance. Les connaissances s'objectivent dans des dispositifs matériels. Hein. Voilà, c'est une citation extraite des travaux de Jean-Pierre. Les connaissances s'objectivent dans des dispositifs matériels. Elles sont indissociables de dispositifs matériels. À ce compte-là, il va identifier trois états de la connaissance. Un état actif. Les connaissances sont engagées dans des actes productifs. Voilà. Elles sont vivantes, elles sont utilisées par des personnes qui conduisent des activités. Donc il y a un état actif. Et puis il y a un état inerte qui précède ou qui succède à cet état actif. C'est quoi? C'est le document. Hein. Jean-Pierre nous dira au cours d'un séminaire à Paris que, en fait, finalement, sans doute qu'il exagère un peu, mais finalement, nous n'avons pas grand-chose en tête. Nous nous souvenons de nos connaissances, nous mobilisons nos connaissances au contact de documents. Ces documents, ce sont des notices techniques, ce sont des ouvrages, ce sont des encyclopédies, ce sont des films, ce sont des photos aussi, ce sont des lieux de mémoire qui évoquent assez rapidement un certain savoir. Et c'est bien entendu toute la documentation contenue sur Internet via des machines informatiques. Donc il existe un état inerte, il appelle ça des dépôts. Les connaissances sont disponibles dans leurs dépôts. Voilà.
Et donc, d'où l'importance des archives. Hein. Jean-Pierre disait, il ne faut rien supprimer, il ne faut rien jeter, il faut tout conserver parce que ces dépôts nous rappellent qu'on sait quelque chose sur les états du monde. Voilà. Et puis, il y a un troisième état qui est très subtil, c'est un état de transition. C'est passer de l'un à l'autre. Les connaissances sont converties de leur état inerte en savoir productif. Et puis, hein, c'est une succession d'états, et puis de savoir productif en dépôt, et donc connaissances inertes. On peut reconnaître là on peut établir une similarité avec l'analyse marxienne hein, du processus de travail. Il y a le travail vivant, hein, la personne au travail, et puis il y a le travail mort, c'est-à-dire l'objet qui a été élaboré et qui contient du travail, qui contient des heures de travail, qui contient du savoir-faire, et qui contient une grande partie de l'activité humaine. Voilà, donc avec ces trois états, il va envisager les circulations hein, des connaissances et il va avancer une déclinaison du savoir-faire qui est le savoir s'y prendre. Hein. Il faut savoir s'y prendre, il faut être du métier, il faut connaître le métier, il faut avoir évolué au contact d'autres professionnels pour justement savoir s'y prendre et démarrer l'activité avec de la documentation, pour savoir ce qui se passe, pour savoir ce qu'il faut faire, et pour aller vers une incarnation des bons gestes et mettre au travail les connaissances, les savoir-faire, les savoirs tout court qui sont détenus. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. 3 formes pour la gestion des connaissances. Hein. Passer de l'un à l'autre, c'est véritablement gérer les connaissances. Second point, les dispositifs cognitifs. Alors, que sont les dispositifs? Ce sont des ensembles organisés et finalisés d'objets intellectuels. Donc l'objet intellectuel, c'est un concept hein, qui va reprendre d'autres auteurs, d'objets intellectuels articulés entre eux et distribués dans l'espace à des fins de production de biens ou de connaissances. Donc c'est très situé, hein, on pourrait reconnaître en Jean-Pierre Poitou une expression du courant de la cognition située, hein, qui se propose d'étudier les connaissances en situation. Donc, nous avons des objets intellectuels qui sont mis en œuvre. Alors, que sont ces objets intellectuels? Alors, ils s'inspirent de plusieurs auteurs. Tout d'abord, Lucien Febvre, qui traite d'outillage mental, et puis ensuite, Pierre Janet, qui a été présenté, enfin, dont l'œuvre a été présentée par Roger Cornu au courant des années 1990. Alors, Lucien Febvre, c'est l'outillage mental. Hein. Qu'est-ce que l'outillage mental? Ben, c'est tout simplement tous les instruments qu'on emploie tous les jours pour penser, pour développer notre pensée, pour agir. Autrement dit, le vocabulaire et la syntaxe. Hein, c'est tout simplement. L'idée procède de l'outil. Hein. Et l'outil, ce sont les possibilités de la langue, la précision de la langue à un moment particulier. En conséquence, les processus intellectuels sont déterminés historiquement. La langue est historique. Hein. Elle est dynamique, elle est vivante. Alors Jean-Pierre prolonge l'analyse de Lucien Febvre en spécifiant en fait cet outillage mental. Nous disposons tous, à des degrés divers, d'outils mentaux. Alors tout d'abord des appareils mentaux, les mots, le vocabulaire, la syntaxe, les règles de grammaire, hein, qui font que nous arrivons à représenter le monde et à nous faire comprendre. Et puis ensuite les appareils symboliques. Alors ce sont les signes algébriques, les conventions d'écriture et de calcul, ce sont les procédures, et c'est aussi les appareils informatiques que nous utilisons et dont nous suivons les procédures d'utilisation. Et puis, Jean-Pierre ajoute une troisième catégorie, ce sont les appareils concrets, les objets techniques, les loupes, les presses d'imprimerie, les microscopes, les télescopes, tout notre outillage matériel.
Voilà. Et donc, selon Jean-Pierre, le patrimoine cognitif de l'organisation, ses bases de données techniques, ses protocoles d'expérimentation sont le produit d'un assemblage des différents objets intellectuels. Voilà. Donc, les activités cognitives sont appelées à s'insérer dans un ordre qui est l'ordre des dispositifs cognitifs. Voilà. Donc les objets techniques ne sont pas seuls, les humains au travail ne sont pas seuls, les connaissances ne sont pas comme ça en l'air, les documents ne sont pas seuls, tout ça, ça travaille ensemble dans des dispositifs. Et puis, il va aller un peu plus loin, lorsque Roger Cornu lui présente l'œuvre de Pierre Janet, qui est un psychologue français particulier, hein, qui dénote et qui produit plusieurs ouvrages. L'un des ouvrages a un titre très évocateur, c'est « L'intelligence avant le langage ». L'intelligence avant le langage. Janet attribue le développement cognitif, le développement de nos connaissances, à des opérations concrètes sur des objets artificiels qui sont des produits de l'activité technique humaine. Voilà. Pas d'humain sans technique. On pourrait remonter jusque aux travaux d'André Leroi-Gourhan qui nous montrent que depuis une époque très très reculée, des milliers et des millions d'années, les humains conçoivent des objets avec lesquels ils travaillent. Alors, Pierre Janet nomme ces objets artificiels des objets intellectuels. Les objets inertes sont des dépôts de connaissances, pour qui sait bien entendu les interpréter. Autrement dit, la matérialité, c'est pas que de la matière, elle est souvent le produit des activités humaines, socialement assemblées et déposées dans ces objets. Et lorsqu'on m'en dit ces objets, des caméras, des appareils photo, des loupes, tout un tas d'appareils, en fait, lorsqu'on utilise ces objets, eh bien, on utilise les connaissances, une partie des connaissances qui y sont déposées. Voilà. Donc ça, c'est pour les dispositifs et les objets. De ce fait, Jean-Pierre Poitou va développer des travaux empiriques pour nous montrer ces objets intellectuels au travail. Les connaissances sont toujours le produit de milieux de vie. Il va nous montrer ça dans les bureaux d'études de la Régie Renault, mais également chez de grands avionneurs tels que Dassault Aviation ou ce qui deviendra plus tard Airbus. Ces connaissances sont situées dans le milieu de travail. Elles sont distribuées entre tous les éléments techniques qui le composent et les opérateurs humains. Voilà. Donc, organiser et accomplir des distributions et de redistributions parmi ces dispositifs, ça constitue une activité de gestion des connaissances. Et donc là, nous avons une définition de la gestion des connaissances qui est tout à fait opérationnelle et que l'on peut mobiliser pour comprendre ce qui se passe dans l'industrie au cours des années 90-2000 et puis jusqu'à aujourd'hui. J'en viens à la troisième expression de cette dynamique des connaissances, c'est le geste. Alors le geste, il va l'étudier en tant que psychologue cognitif, en tant que psychosociologue, et puis il va l'étudier aussi avec un ingénieur qui est parmi nous, qui est Alain Massabo, qui est un ingénieur qui conçoit des outils d'aide à la conception, qui dépose des brevets, qui conçoit des logiciels, et il va s'intéresser aux gestes pour essayer de retranscrire toute la subtilité du geste dans des procédures informatiques qui vont peut-être aider pour concevoir de manière plus précise et plus enrichie, si on veut. Alors, il s'intéresse aux premiers outils d'aide à la conception, la table à dessin, sur laquelle on dessine les pièces. Et ici, nous avons une bicyclette qui est détaillée, donc
tous les composants sont détaillés à la main, à l'aide d'un crayon. Donc il va étudier le savoir-faire qui est à l'œuvre chez les ingénieurs avec l'outillage technique de l'époque. Et puis il va étudier le passage à la simulation numérique. Donc ici nous avons une capture d'écran d'un logiciel phare de l'entreprise Dassault Systèmes, qui est une émanation de Dassault Aviation, qui est devenue une entreprise semi-autonome, si on veut. Et donc c'est l'essor du logiciel d'aide à la conception qui permet de ne plus tracer sur du papier les objets, mais qui permet de les représenter de manière numérique afin de simuler des assemblages d'objets. Et donc là, on franchit un pas, les gestes ne sont plus les mêmes, et des formes vont être mémorisées dans de grandes bases de données, et ces formes seront mobilisées par les concepteurs pour envisager de nouveaux produits. Alors, le geste, c'est très important pour Jean-Pierre Poitou, qui, grâce à son interaction avec Alain Massabo, dit la chose suivante: une grande partie du savoir-faire, du modeleur, du maquettiste, du dessinateur, sa compréhension de la forme, se situe dans l'exécution de son geste. D'où l'expression « la main pense ». La main possède une mémoire des formes, et la main pense et donne lieu à différentes formes. Le concepteur d'outils d'aide à la conception souligne, donc là c'est Alain Massabo qui parle, souligne l'intérêt que Jean-Pierre Poitou portait à la relation geste-compréhension de la forme, ainsi que sa volonté de maintenir la transmission du savoir des manuels, des opérateurs qui portaient et qui développaient ces gestes techniques. Jean-Pierre Poitou, dans un rapport de recherche de 1992, conclut « Il ne s'agit donc ni de supprimer les gestes et les pratiques anciens, ni non plus de les conserver de manière figée. Il s'agit de tirer parti des compétences constituées dans les pratiques gestuelles anciennes pour ouvrir le champ à de nouvelles activités gestuelles qui enrichissent les compétences des opérateurs et de ce fait élèvent le niveau de qualification. C'est dans cette mesure qu'un nouvel outil et la technologie qu'il soutient peuvent étendre le patrimoine technique. C'est en ce sens qu'on peut parler de technologie qualifiante. » Voilà. Alors, cet essor au cours des années 80, qui n'a fait que s'amplifier, cet essor de la simulation numérique, Jean-Pierre Poitou l'a étudié en détail avec plusieurs logiciels. Ici, nous avons Drapeau, qui est un ancêtre des logiciels de Dassault Systèmes et qui se développeront par la suite. Et il comprendra que cet outil, qui est la conception à l'aide de logiciels, en fait, possède une fonction d'organisation de l'industrie. Ce n'est pas un simple outil, comme on dit, au sens où on a un outil puis on s'en sépare pour un autre outil. Non, c'est pas ça. C'est une approche économique de l'activité industrielle qui appelle ce développement des outils informatiques. Et donc, la banque centrale de données de forme, devient un mode de coordination entre les ingénieurs au travail. Voilà. Cette conception assistée par ordinateur va très loin. Donc, dans l'aéronautique, aujourd'hui, toutes les pièces sont conçues sur ordinateur, sur écran, et leur assemblage avec d'autres pièces est simulé de manière informatique. Et donc, tant que la conception informatique n'est pas au point, on ne passe pas à l'industrialisation, donc à la matière. Donc c'est très important. Et Jean-Pierre Poitou va comprendre qu'il se passe des choses très radicales. On est en train de changer d'époque industrielle.
Voilà. Et donc, il va tenir également un propos sur la technique qui me semble devoir être prolongé et approfondi. Alors, sur la technique, il dit plusieurs choses que je vais littéralement citer. Il dit tout d'abord, l'outil, ce qu'on désigne par le terme d'outil, n'est pas seulement le support occasionnel d'une certaine efficience neuromotrice. C'est un objet intellectuel, dépôt de connaissances, qu'il transforme en action lorsque les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. Il actualise une mémoire en une pensée agissante. Donc il y a toujours ce rapport dialogique entre l'humain dans son activité et des objets qui recèlent des connaissances, qui sont porteurs de connaissances et qui vont permettre l'action. Seconde citation, très importante, à mon sens, s'il est vrai que nul outil ne peut fonctionner sans l'aide de l'opérateur humain, il faut savoir se servir d'un stylo, d'une caméra, d'un appareil photo. S'il est vrai que nul outil ne peut fonctionner sans l'aide de l'opérateur humain, celui-ci ne peut toutefois pas véritablement penser sans outil. Et c'est là que ça se corse, parce que c'est un univers d'interrogation qui se présente à nous. On ne peut toutefois pas véritablement penser sans outil. Donc sans outil technique, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Et donc, alors, c'est quoi ces outils que les humains conçoivent et que par la suite, ils doivent utiliser pour penser? Il y a une part de mystère. Il y a une part de mystère et beaucoup il faut reconnaître que beaucoup de collègues sociologues s'arrêtent en milieu de phrase et oublient que ce rôle capital, central, de l'outil dans la pensée. Alors on va approfondir. Troisième citation, l'activité intellectuelle humaine fonctionne nécessairement grâce à l'outil. En ce sens, l'intelligence a toujours été artificielle. Alors aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais voilà, on parle également d'humain augmenté. Bon. À partir du moment où nous avons conçu des outils qui, si on regarde ça sur des siècles, qui se sont concrétisés, qui se sont affinés, eh bien, on peut constater que ces objets techniques, cette technique, a sa propre logique. Elle a sa propre logique. Elle a sa propre logique. Et elle vient accompagner ou contraindre l'action humaine. Quatrième citation, du fait que les processus intellectuels d'une époque sont déterminés par la nature et la puissance des outils ou appareils intellectuels dont elle dispose, il résulte que ce sont les transformations techniques qui déterminent les transformations dans les processus de pensée. Alors, ça mérite qu'on s'y arrête. Les transformations techniques déterminent les transformations dans les processus de pensée. C'est une pensée ici de Jean-Pierre Poitou que je rejoins qui pourrait passer pour déterministe. Oui. Donc, indirectement, les objets techniques sont le moteur de l'activité intellectuelle et de ses transformations. Voilà. Donc, il faut prendre au sérieux la technique. Il faut peut-être arrêter de traiter uniquement en termes d'outillage, au sens où on a des outils, on les utilise, on s'en sépare pour d'autres outils. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes impliqués dans des systèmes techniques. Nous sommes impliqués dans des systèmes techniques qui contraignent notre action. Et on ne peut pas s'en séparer simplement. Voilà. Et à partir de ces quelques citations, et je renvoie à toute l'œuvre de Jean-Pierre, je pense qu'il faut mettre de côté l'expression de « outil ». La technique, ce n'est pas simplement des outils. Alors, le marteau est un outil, bien sûr, mais le microscope, c'est plus qu'un outil, puisqu'il y a un avant et un après le microscope. Avec le microscope, on peut voir des choses dans le réel qu'on ne voyait pas auparavant. Et à partir du moment où on peut voir ces choses minuscules, et on peut les agrandir, se développe
la médecine, se développe la recherche en biologie, se développe tout un ensemble de savoirs scientifiques qui sont dépendants de l'instrumentation microscopique. On pourrait dire la même chose sur les télescopes, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'industrie informatique et les télécommunications et l'économie d'Internet. Voilà. Donc, certains auteurs, comme Bernard Stiegler, comme Gilbert Simondon, comme beaucoup d'autres, nous disent finalement la technique, c'est du dévoilement. La technique augmente notre connaissance, notre interaction avec le réel. Ce n'est pas simplement des outils qui nous aident à intervenir dans le réel, c'est un dévoilement et le monde n'est plus le même muni de cette technique. Alors, on peut aller chercher cette expression chez des philosophes, chez des anthropologues, des sociologues, quelques citations supplémentaires pour Simone Weil. La philosophe, les modes de production sont les conditions matérielles qui déterminent notre liberté d'action. Le refus de faire une place à la connaissance des techniques, par les clercs, par le pouvoir, ne donne aucune chance de parvenir à comprendre les sociétés et leur histoire. Nous sommes depuis très longtemps des sociétés techniques. Marcel Mauss désigne parmi les technologies les techniques du corps, les gestes, qui sont les habitudes musculaires socialement acquises, les façons de marcher, de s'asseoir, de dormir, de nager et de courir. Voilà. Apprendre à nager, c'est rejoindre une technique de nage aussi. Et pour terminer sur ce point, les travaux du philosophe Gilbert Simondon, l'individuation psychique et collective, qui vient nous raconter que seuls nous ne pouvons pas exister, nous avons besoin des autres, d'autrui, pour nous développer, nous avons besoin de nos parents et puis des instituteurs, de nos amis, parfois de nos ennemis, pour devenir des individus accomplis. Mais nous faisons cela également avec toute une série d'objets techniques. Voilà. Les machines à calculer, les textes savants, les textes moins savants, tout un ensemble de machines qui nous permettent de devenir également des individus accomplis. Nos mémoires aujourd'hui sont partagées avec d'innombrables machines informatiques. Et donc là, Jean-Pierre Poitou n'a pas utilisé à ma connaissance les travaux de Gilbert Simondon, mais il les rejoint. Il traite sur le même mode, à mon sens, d'individuation, psychique, technique, historique, et donc collective. Et donc, sans poser véritablement la question de cette manière, Jean-Pierre Poitou nous conduit vers l'interrogation: quel est le devenir des cerveaux, concrètement, au sens neurologique? Quel est le devenir des cerveaux qui travaillent avec des machines informatiques? Machines informatiques avec lesquelles la négociation est impossible. Avec un programme informatique, on ne peut pas négocier, on l'utilise, ça nous rend des services innombrables, on n'est pas prêt de s'en séparer, mais en même temps, on ne peut pas négocier avec. On peut modifier les programmes pour ceux qui maîtrisent le codage informatique, mais pour les utilisateurs, on ne peut pas négocier avec ces programmes et ces procédures. Et donc, que devient-on avec toutes ces mémoires et ces modes d'action qui sont à notre disposition, mais qui sont relativement figés dans leurs procédures? Dernier point de l'exposé, la transmission. Alors, Jean-Pierre a développé des méthodes. Il a développé des méthodes pour favoriser la transmission des connaissances. Il a fait dans plusieurs cadres, notamment avec Électricité de France, pour conserver les savoir-faire des techniciens qui interviennent sur différentes installations de production, de stockage et de distribution de l'énergie électrique. Il a mobilisé sa conception dialogique. Les connaissances, c'est un dialogue avec les objets techniques. Et il a développé une méthode 3A,
pour 3 apprentissages qui vaut la peine d'être exposés. Donc c'est une image importante. Nous avons un professionnel qui est symbolisé par la lettre P, un apprenti qui évoluent dans la même entreprise et qui partagent à peu près les mêmes connaissances et les mêmes savoir-faire. Sauf que le professionnel est très aguerri et l'apprenti démarre le métier, il démarre son apprentissage. Et puis nous avons un tiers qui interviendra par la suite. Alors Jean-Pierre Poitou nous dit, bon attention, on ne peut pas procéder à la transmission des connaissances de n'importe quelle manière. Il faut tout d'abord que l'apprenti soit formé aux techniques d'observation. Il faut qu'on lui apprenne à observer les gestes techniques. Voilà. Il faut qu'il arrive à comprendre ce qui se passe. Et puis, il faut le former également à la conduite d'entretien. Voilà. Poser des questions. Inciter le professionnel à raconter ce qu'il fait, pourquoi il le fait de cette manière-là. Alors, nous avons donc un professionnel qui se met au travail et qui développe son activité et qui la commente, et puis un apprenti qui questionne sur le déroulement de l'activité. Donc ça, c'est la première étape. Et cette méthode incite l'apprenti à élaborer un document écrit qui doit résumer de la manière la plus précise possible l'activité qu'il a vue se dérouler. Voilà. Donc, le professionnel agit, l'apprenti observe, questionne, lui-même réalise l'activité et le professionnel le corrige pour essayer d'aller vers une validation de l'apprentissage et l'apprenti va déposer dans un document écrit ou informatique une notice qui décrit toute l'activité du début à la fin. Ce document va être mis à la disposition d'un tiers qui n'a rien vu du déroulement de cet apprentissage et qui va prendre connaissance du document et être invité à dérouler l'activité. Donc, à l'aide du document, connaissance inerte, on retrouve cette conception de la connaissance inerte, il va s'instruire du document pour tenter de réaliser l'activité. Alors la condition, c'est que ce tiers ne soit pas étranger à l'activité, qu'il soit assez proche de l'activité. Mais ceci dit, il ne connaît pas l'activité de manière complète. Le professionnel va observer le tiers au travail et il va décider de valider ou pas l'apprentissage. Et donc, nous avons une circulation de la connaissance, selon Jean-Pierre Poitou. Donc, un déroulement de l'activité par le professionnel, un apprentissage par l'observateur, la validation par le professionnel, le dépôt de la connaissance dans un document, mis à la disposition du tiers, le tiers qui essaie de produire l'activité, et puis le professionnel qui va valider cet apprentissage. Et donc nous avons les 3 états. Nous retrouvons les 3 états du début de l'exposé. La connaissance en acte, le professionnel qui agit. Il sait, il connaît son métier, il agit. Et puis un dépôt des connaissances dans des documents, la connaissance inerte. Un tiers qui intervient et qui essaie de mettre en œuvre cette connaissance prise dans le document en acte pratique dans un procès de travail. Voilà, donc ça c'est une des méthodes que Jean-Pierre a développées et qui peut être utilisée et qui nous fait voir à nouveau toute la subtilité de son approche des connaissances.
Alors, pour proposer une petite conclusion à cet exposé, Jean-Pierre Poitou avait créé la revue Technologie, Idéologie, Pratique, dont nous détenons au lest quelques exemplaires qui seront, je l'espère, numérisés bientôt pour être mis à disposition. Et puis, il a participé avec Rigas Arvanitis, Dominique Vinck et d'autres. Il a participé à la création de la Société d'anthropologie des connaissances, qui a donné par la suite naissance à la revue d'anthropologie des connaissances. Je dirais, pour conclure, que au travers de son œuvre écrite, Jean-Pierre Poitou peut nous permettre d'adoucir quelque peu notre approche de la raison, et en particulier de la raison scientifique. Ceci en travaillant, selon les préférences, soit avec le constat de fonctionnement psychique qui ne peuvent pas être résumés par quelques relations de causalité entre quelques variables, soit avec l'hypothèse d'un inconscient qui est au travail et qui peut permettre de comprendre certains déroulements de processus. Voilà, merci pour votre attention.